Oui, merci à vous pour la gentille introduction. J'ai en fait strictement aucune légitimité pour être ici aujourd'hui. Je travaille depuis plus de 25 ans dans un centre de lutte contre le cancer et ça n'appartient pas à nos missions que de prendre en charge des patients atteints de maladies auto-immunes. Très ponctuellement, ça a été fait en réalité parce qu'effectivement, il y a un gros programme d'autogreffe, mais c'est plus la mise à disposition d'un savoir-faire technologique qu'une véritable compétence, en tout cas pour évaluer ces patients. Néanmoins, Dominique m'a donné il faut que je parle plus fort, c'est ça, vous ne m'entendez pas. Néanmoins, Dominique m'a demandé donc de revoir un petit peu de faire un panorama général sur les évolutions présentes et futures, et ça va assez vite dans le domaine des thérapies cellulaires. Et c'est ce que je vais essayer de faire en m'appuyant sur les données que produit le groupe européen, la Société européenne de greffe de cellules hématopoïétiques, qui s'intéresse beaucoup en particulier donc, à l'arrivée des immunothérapies cellulaires industrielles. Et je vais essayer de vous montrer en quoi ça va éventuellement modifier. Puis je remercie Dominique pour nous donner donc, une expérience en grandeur réelle de ce qu'est la descente en température avant cryopréservation, puisque je pense qu'il y a une quinzaine de degrés d'écart entre les températures dans le sud de la France et celles qui règnent ce matin à Paris, ce qui fait que naturellement, je n'étais pas vêtu correctement pour faire face à cette adversité. That said, on a dit quoi, en anglais ou en français? Moi, je vais rester en français. Les Anglais, vous pouvez dormir. Disclosures, as usual. De temps en temps, je travaille pour l'industrie pharmaceutique. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le domaine des thérapies cellulaires produites à partir de cellules hématopoïétiques? Le champ se dichotomise avec, d'une part, les activités de greffe de cellules hématopoïétiques qui ont maintenant plus de 50 ans, plus d'1 million de patients traités, plus de 500 000 patients survivants, essentiellement pour des hémopathies malignes, mais avec quelques aventures dans le domaine des tumeurs solides et puis des maladies non néoplasiques, autologues ou allogéniques. Ce qui définit les greffes, c'est que les cellules prélevées font l'objet de modifications dites non substantielles et qu'elles sont réinjectées en situation homologue, c'est-à-dire dans le système hématopoïétique. Et puis, ce sont des produits thérapeutiques qui constituent une exception, puisqu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, ce n'est pas du médicament, il n'y a pas de statut de médicament. Et à l'inverse, ce qu'on voit apparaître depuis la publication, il y a maintenant 13 ans, du règlement européen sur les médicaments de thérapie innovantes, ce qui est une mauvaise traduction de Advanced Therapy Medicinal Products, ou ATMP, qui sont aussi produits manufacturés à partir de cellules humaines primaires ou de tissus, qui peuvent être autologues ou allogéniques. Je ne vais pas mentionner aujourd'hui les produits éventuellement xénogéniques, mais il y a des projets naturellement dans ce domaine. Et ces produits font l'objet de modifications dites substantielles, ou éventuellement pas de modifications substantielles, mais vont être réinjectés en situation non homologue si vous prétendez traiter des pathologies, disons, cardiovasculaires, par exemple, avec des cellules hématopoïétiques, même non manipulées, votre produit va être classé en ATMP. Et puis surtout, dans la philosophie de ce règlement, ces produits sont destinés à être commercialisés, développés et commercialisés par l'industrie pharmaceutique, et vont éventuellement obtenir une autorisation de mise sur le marché, et on va rentrer dans les négociations de prix. Pour être un peu plus précis, voilà quelques critères, ce n'est pas exhaustif, mais qui définissent ce qui relève de manipulation substantielle versus non substantielle. À gauche, ce qu'on fait habituellement sur les greffons de cellules hématopoïétiques. Donc ça va jusqu'à la sélection cellulaire, ou en tout cas certains modes de sélection cellulaire, puisque d'autres modes peuvent avoir été classés en médicaments de thérapie innovante. Mais de toute façon, à droite, tout ce qui relève d'une activation cellulaire, d'une expansion cellulaire et, a fortiori, d'une manipulation génétique des cellules collectées, va classer votre produit en médicament de thérapie innovante. Il y a différentes sous-catégories, médicaments de thérapie cellulaire, médicaments de thérapie génique. Alors, si on considère, je reviendrai un peu plus tard sur le cadre de l'exemption hospitalière qui est assez pertinent par rapport à la problématique des maladies auto-immunes, mais si on considère, je suis allé trop vite et trop loin, non, ça va. Si on considère l'organisation nécessaire pour délivrer ces deux catégories de produits thérapeutiques,
La greffe fait appel essentiellement à une organisation locale que tout le monde connaît, c'est-à-dire que les cliniciens collaborent avec une unité de prélèvement et une unité de thérapie cellulaire qui est en général dans l'environnement géographique proche. Il y a des petits réseaux maintenant qui se constituent, mais qui restent quand même des réseaux essentiellement régionaux. Dans les médicaments de thérapie innovante produits industriellement, on est sur une organisation très différente avec des usines, des cell factories qui travaillent de façon centralisée. Donc les hôpitaux expédient les cellules ou les tissus éventuellement qu'ils ont prélevés localement vers un site distant et le produit va revenir sous la forme et le statut d'un médicament. Alors l'organisation pour les greffes est une organisation qui naturellement favorise une certaine hétérogénéité dans les pratiques et dans les procédures. Et j'ai mentionné une étude qu'on avait faite dans la Working Party il y a 2 ans pour essayer de regarder comment les autogreffes étaient gérées. Et même il y a 2 ans, donc, on constate qu'il y a encore une hétérogénéité très significative dans les pratiques. Et cette hétérogénéité est une des faiblesses de cette organisation et gêne en particulier la démonstration rigoureuse de l'efficacité de certaines approches dans des situations cliniques définies. Ça n'a pas empêché, encore une fois, de développer à relativement grande échelle, d'échanger des greffons à l'échelle internationale en situation allogénique, mais c'est un handicap de cette organisation. Alors l'organisation pour les produits industriels, ici appliquée au CAR-T, parce que c'est le champ qui émerge actuellement de façon très rapide, elle est illustrée sur cette diapositive qui accompagnait dans le New England Journal of Medicine les 2 publications des études d'enregistrement des 2 produits disponibles. Et on voit que le patient est prélevé, on parle ici de MTI autologue naturellement, dans les CAR-T c'est un produit d'aphérèse, ce produit est expédié encore une fois vers un site central de fabrication, et dans les années qui viennent de s'écouler, on a été obligé d'expédier les cellules directement ou indirectement vers les États-Unis. Donc outre le fait que ce n'est pas très éco-friendly comme thérapeutique, ça impose des délais supplémentaires qui contribuent au délai de retour du produit, ce qui peut poser certains problèmes quand les malades sont relativement instables, ce qui est le cas pour les lymphomes, qui sont les principaux candidats à ces pathologies, ou pour les quelques LAL. Et le produit revient avec le statut de médicament. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au passage, ça dépossède quelque part les unités de thérapie cellulaire d'une partie de leurs prérogatives au profit des pharmacies à usage intérieur, et on assiste à des guerres picrocolines pour savoir qui fait quoi et qui a la responsabilité de quoi d'un médicament qui, au passage, vaut un peu plus de 300 000 €. Le déploiement de ces activités a des impacts, et c'est le message que j'essaye de vous faire passer ce matin, important, y compris pour la transplantation. Ça veut dire que dans le domaine de la transplantation autologue ou allogénique, on a très peu de place aujourd'hui pour faire évoluer nos produits. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va essayer d'introduire un progrès technologique, le risque est qu'on soit reclassifié en médicaments de thérapie innovante. Et si une UTC prétend produire des médicaments de thérapie innovante, elle va devoir upgrader son infrastructure, et ça a un impact très significatif en matière de coûts et d'investissement. Je suis convaincu, ça c'est ma vue personnelle, mais je pense qu'elle se confirme en partie dans la réalité quotidienne, le fait qu'il y ait 2 catégories de produits qui sont réglementairement classés différemment, mais qui quand même ont des proximités biologiques et médicales importantes, fait que du point de vue du régulateur, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi il y a des thérapies cellulaires qui sont produites en conditions BPF, bonne pratique de fabrication, et puis d'autres qui sont produites avec des standards un peu inférieurs. Donc les tutelles, même si ce n'est pas aujourd'hui effectivement gravé dans les textes, ont tendance de plus en plus à pousser les UTC à adopter des pratiques qui sont proches des BPF. Et puis, dernière conséquence, l'irruption de l'industrie dans les hôpitaux crée une situation assez pénible, je dois dire, actuellement, où ils mettent à mal les ressources déjà pas très nombreuses dont on disposait, puisque l'industrie, quand vous leur fournissez des cellules pour fabriquer des médicaments, vous considère comme leur fournisseur, leur vendeur, parfois un peu presque infamant, j'allais dire, et en tout cas, de façon pratique, passent leur temps à venir auditer vos pratiques, donc il faut être là, il faut répondre, etc. Et j'allais dire, c'est un sujet qu'on discute souvent avec Jérôme Larguero, par exemple,
tout ce temps-là, vous ne le consacrez pas à développer vos propres pratiques et le peu de recherche et développement qu'on pouvait encore espérer avoir dans les UTC est un peu compromis par cette charge de travail supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire néanmoins là, pour améliorer un peu les greffes de cellules hématopoïétiques, puisque c'est essentiellement ça qui aujourd'hui est déployé en thérapie cellulaire pour les maladies auto-immunes. En matière de greffons autologues, pas beaucoup de choses. Il y a assez peu d'intérêt démontré à faire de l'immunosélection sur les greffons autologues aujourd'hui, en particulier de l'immunosélection CD34+, bien que je sache que quelques protocoles incluaient cette étape technique. Dans les procédures de cryopréservation, il n'y a pas grand-chose de neuf. Il y a quelques cryoprotecteurs qui ont été décrits au cours des dernières années, mais qui ne sont pas rentrés en pratique clinique. Et on continue de congeler, de décongeler, pretty much, comme on faisait ça il y a 30 ans. Et on peut introduire de l'automatisation, parce que c'est vrai qu'un des bénéfices collatéraux de l'irruption de l'industrie dans les thérapies cellulaires, c'est que les fournisseurs mettent à disposition des automates un peu améliorés, alors qu'on était assez pauvres pendant quelques années. Donc on a beaucoup, en particulier dans mon laboratoire, travaillé sur l'automatisation autant que faire se peut, ce qui assure une harmonisation améliorée des produits. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais en tout cas, ça assure une harmonisation un peu meilleure. En situation allogénique, il y a peu d'applications en maladies auto-immunes, mais là aussi, il n'y a pas grande nouveauté depuis de nombreuses années. Les techniques de déplétion T sont largement abandonnées au profit de la déplétion T in vivo, par exemple les greffes haplo-mismatch, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'utilisation des sangs de cordon, largement aussi déclinée, en particulier chez les adultes, du fait de la compétition avec les greffes haplo-mismatch. Et puis on a vu récemment les quelques tentatives de combiner une greffe allogénique traditionnelle ou T-déplétée avec des médicaments de thérapie innovantes. Il y avait le produit de Molmed, par exemple Zalmoxis, des lymphocytes T génétiquement manipulés pour exprimer un gène suicide. Une approche semblable développée par Bellicom, Rivocel, Allogenic T-cells with a suicide gene. Et puis, j'ai oublié le nom de la troisième société, mais tous ces projets sont des échecs commerciaux et les 3 sociétés qui développaient ça ont annoncé récemment l'arrêt du développement de ces produits. Donc combiner de la greffe allogénique avec un MTI, c'est commercialement un projet aléatoire pour l'instant. Alors si on considère maintenant les médicaments de thérapie innovantes manufacturés à partir de cellules hématopoïétiques, l'accès reste encore limité. Il y a peu de produits qui ont fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché. Je crois que j'ai mis une diapo, quelque chose comme ça. Donc en fait, il a fallu attendre 2014 pour que Zalmoxis, un produit qui nous intéressait dans notre sphère, soit autorisé. C'était le premier médicament de thérapie génique, mais comme je vous l'ai dit, l'arrêt a depuis été arrêté. Strimvelis, c'est une thérapie génique pour les adaskides, donc ça concerne une poignée de patients. Et pourquoi il y a autant d'intérêt pour les CAR-T, au-delà de l'intérêt pour les malades, c'est que ça sera peut-être le premier succès commercial, peut-être. Et ça a été autorisé en Europe seulement en 2018. Peu de produits, peu d'indications. C'est essentiellement des produits autologues, donc la médecine ultra personnalisée, pas de lot. J'ai déjà mentionné la problématique du délai de production qui pose problème pour les hémopathies malignes. Et puis, on reviendra un peu sur les problèmes de prix que j'ai aussi mentionnés. Et il y a des goulots d'étranglement qui sont liés en particulier à l'organisation hospitalière. J'ai déjà mentionné la pression que fait peser sur les unités de cytaphérèse et les unités de thérapie cellulaire la fourniture du matériel cellulaire de départ pour ces nouveaux médicaments. Il y a aussi des goulots d'étranglement dans l'organisation des industriels de la pharmacie, en particulier pour toutes les thérapies géniques, la production de quantités suffisantes de vecteurs viraux, lentilles ou rétroviraux, de grade clinique pose aujourd'hui problème. Et il y a une compétition entre les différentes industries pharmaceutiques auprès de leurs fournisseurs de vecteurs de grade clinique. Et les organisations de production sont peu nombreuses. Comme je l'ai mentionné, elles étaient jusqu'à présent essentiellement aux États-Unis. Il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui construisent des usines en Europe, ce qui devrait en partie alléger cette problématique. Il y a aussi une problématique de personnel, et de ce point de vue, pour tous les universitaires qui sont présents dans cette salle ce matin, il y a certainement des initiatives à mettre en place pour former davantage de personnel.
qui, dans l'état actuel des choses, sont éventuellement soustraits à nos unités hospitalières ou à nos unités de l'EFS pour aller travailler dans des conditions plus favorables dans l'industrie. Alors un petit mot sur l'exemption hospitalière, parce que c'est important, c'est une disposition dérogatoire du règlement sur les médicaments de thérapie innovante qui permet effectivement à des structures hospitalières ou à des structures des établissements de transfusion de produire des produits qui répondent aux critères de médicaments de thérapie innovante. À l'origine, dans l'esprit, c'était essentiellement fait pour répondre à des indications orphelines, quand il n'y a pas de produit industriel équivalent, pour traiter un petit nombre de patients, avec donc des restrictions qui sont importantes, puisqu'il faut une prescription nominative du clinicien demandeur de la production d'un ATMP, que les autorités compétentes sont censées s'assurer que cette production ne se déploie pas à grande échelle, qu'on n'est pas autorisé à exporter des produits, etc. C'est une disposition qui est sous le feu des critiques de l'industrie pharmaceutique qui voit une concurrence déloyale à ses propres activités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. En réalité, et ça c'est les résultats, j'aurais dû citer, entre autres d'une enquête qu'avait conduit la Fédération des unités de thérapie cellulaire hospitalière coordonnée par Françoise Norol il y a quelques mois. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que et l'ANSM a largement confirmé ça par la suite. Cette disposition, en tout cas en France, elle est largement utilisée, je pense que c'est la même chose dans tous les pays, pour fournir non pas des situations orphelines, mais essentiellement des médicaments de thérapie innovante en cours de développement, investigational, qui sont évalués dans des essais précoces de phase 1-2 par des infrastructures hospitalières, avec éventuellement à terme des partenariats industriels. Si on dépasse le stade de la preuve de concept pour l'efficacité clinique, il faut ensuite un relais pour pouvoir développer à plus grande échelle. Une des limites de l'hospital exemption, ce qui a été traduit très mal en français par MTIPP, médicaments de thérapie innovante produits ponctuellement, c'est que c'est effectivement régulé au niveau national par les autorités sanitaires nationales avec une hétérogénéité certaine d'un pays à l'autre. Donc ça fait partie des choses qui seront probablement revues dans le cadre de la révision, qui pour l'instant n'est pas annoncée, du règlement sur les médicaments de thérapie innovante. Mais c'est très important parce qu'éventuellement, dans le domaine des maladies auto-immunes, c'est la façon par laquelle on peut donner accès à certains patients, par exemple à des cellules souches mésenchymateuses aujourd'hui, en l'absence d'industriels qui conduit des essais bien développés. Alors néanmoins, il y a une tendance très lourde de voir l'industrie investir de façon croissante dans le développement de nouveaux médicaments de thérapie innovante. Il y a de plus en plus de biotech. Tous les grands industriels sont dans le développement de ces médicaments. Le seul haut responsable de l'industrie pharmaceutique dont j'ai lu des propos négatifs, c'était un des directeurs de la société Roche, qui par ailleurs est assez successful dans d'autres domaines, mais Novartis, Johnson & Johnson, Gilead, etc., sont tous là. Et tout le monde aujourd'hui, tous les gros industriels rachètent des biotech ou collaborent avec des biotech pour développer des médicaments de thérapie innovante. Et quand on voit le niveau des investissements, naturellement, on est dans des logarithmes au-dessus de ce que peuvent investir nos structures académiques. Ça, c'est une illustration. On avait revu avec Boris Kalmels et Besharam Farej il y a plusieurs mois les investissements dans le domaine des CAR-T, mais c'est totalement obsolète parce qu'on pourrait doubler le nombre des sociétés. Mais en tout cas, vous voyez que déjà à l'époque, on avait des gros industriels de la pharmacie qui contribuaient au développement. Celgene a été racheté par BMS depuis, et on pourrait fournir bien d'autres exemples. Ça se traduit aussi par le fait que je n'ai pas actualisé cette diapositive, mais si vous regardez les dossiers qui sont déposés auprès du CAT, le Committee for Advanced Therapy, qui préclasse les médicaments en développement comme MTI et dans les différentes sous-catégories de MTI, vous pouvez voir qu'au cours du temps, le nombre de dossiers déposés et le nombre de recommandations scientifiques émises par le CAT augmente, ce qui veut dire qu'on a un pipeline important de produits en développement, ce qui génère naturellement des espoirs pour les malades. Alors, ça couvre l'onco-hématologie, mais aussi toutes les disciplines médicales. Il y a aussi pas mal de produits qui sont développés donc en médecine régénérative, dans les maladies chroniques, et potentiellement parmi ceux-ci, donc des choses qui peuvent être utiles pour les maladies auto-immunes.
Même si on est dans un procédé industriel, on fait face à des choses très particulières, très propres aux thérapies cellulaires. Il y a des échecs de production. Alors les CAR-T, c'est un exemple. Là, on a jusqu'à 10% d'échecs de production. Ça dépend des malades, ça dépend du process, ça dépend du produit. Et puis, on a, parmi ces échecs de production, la possibilité d'utiliser des produits qui sont dits out of spec, out of specification, parce qu'ils ne répondent pas strictement à tous les critères de libération qui ont été prédéfinis. Et dans certains cas, dans le cadre d'une analyse bénéfice-risque avec le médecin prescripteur, on peut être amené à utiliser des médicaments out of spec. Il y a tout un panel ou un éventail de choses très particulières, des produits dont on ne connaît pas la composition exacte. Enfin, on peut discuter de ça un peu plus tard dans la journée, c'est pour que je ne parle pas trop longtemps, que je ne sois pas trop bavard. Issues with pricing, ça c'est quand même important, sans rentrer dans le détail. C'est extrêmement cher, hein. On est quelque part entre 300 000 et 2 millions d'euros maintenant selon les derniers médicaments. Ça explique certainement pourquoi il y a finalement encore peu de succès commerciaux, parce qu'à ce prix-là, naturellement, l'utilisateur exige un vrai bénéfice par rapport aux options existantes. Et puis, beaucoup de rembourseurs, si je puis dire, de payeurs, qu'ils soient privés ou publics, travaillent sur des nouveaux modèles de remboursement, pas forcément très bien acceptés d'un point de vue éthique et sociétal. Par exemple, des paiements échelonnés, hein, c'est ce que propose Bluebird Bio pour sa thérapie génique des hémoglobinopathies, ou des paiements au service rendu. Vous ne payez que si le malade est en rémission, par exemple, de sa leucémie aiguë lymphoblastique, à 30 jours post-traitement. Et naturellement, le débat, c'est est-ce que 30 jours, c'est le bon moment pour évaluer, etc. etc. Juste une petite échelle pour vous donner, mais en fait, là aussi, c'est dépassé, puisque vous savez que le médicament de Novartis, qui est destiné à traiter une forme rare de myopathie, est valorisé à 2,1 millions d'euros, même avec quelques fake data dans le dossier d'enregistrement. Bon, ça, c'est pour l'humour. Alors, malgré tout ce que je raconte, ça va vite. Bon, ça, c'est l'activité CAR-T-Cells, enregistrée par le registre de l'EBMT depuis 6 mois. Vous voyez que ça monte vite. Ça se développe dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Et puis, je vais aller assez vite, c'est très compliqué à évaluer. C'est souvent autorisé sur des études de petite taille. Donc, il y a des nécessités d'évaluer ensuite en vie réelle avec ce qu'on appelle des études PASS, Post-Authorization Safety Survey, ou PAES, Post-Authorization Efficacy Survey, qui nécessitent des collaborations avec les structures académiques, avec des registres nationaux ou internationaux. Et c'est d'autant plus compliqué à évaluer que, pour reprendre cette petite figure qu'on avait publiée il y a plusieurs années dans un éditorial de BMT, ça s'insère dans des parcours thérapeutiques qui sont de plus en plus complexes, où on combine des thérapies cellulaires, des thérapies non cellulaires, plusieurs thérapies cellulaires, certaines étant des greffes, certaines étant des médicaments de thérapie innovante. Donc c'est complexe à évaluer. Alors, comment ça impacte le champ des maladies auto-immunes? La greffe autologue, c'est technologiquement bien établi, mais ça nécessite d'être évalué en termes d'utilité clinique. Les cellules souches mésenchymateuses que j'ai mentionnées, j'ai revérifié ce matin, il y a 80 essais cliniques qui recrutent des patients à ce jour sur le site clinicaltrials.gov. Ce sont, du point de vue de la régulation européenne, des médicaments de thérapie cellulaire somatique. Petite dernière publication du registre de l'EBMT, je suis désolé, c'est très peu visible. Naturellement, proportionnellement, le nombre de greffes réalisées pour des maladies auto-immunes reste relativement faible par rapport à toutes les indications classiques en hémato-oncologie. Ça, c'est le registre américain, ça continue à croître. Là aussi, on voit sur le registre américain que les maladies non néoplasiques en termes d'autogreffe et d'allogreffe représentent une petite proportion. Mais c'est quelque chose qui progresse vite. Ça, c'est un de vos travaux que j'ai cité ici. On voit dans les maladies neurologiques que le nombre absolu reste relativement faible par rapport au nombre absolu total d'autogreffes et d'allogreffes, mais la pente de la progression est relativement rapide. Et toujours dans le rapport qui va être publié très prochainement dans BMT, sur les médicaments de thérapie innovante, en 2018, les cellules souches mésenchymateuses étaient encore les plus utilisées. Elles étaient plus nombreuses que ne l'était l'utilisation des CAR-T-cells. Alors, il est vrai, essentiellement dans le cadre du traitement ou de la prévention des maladies du greffon contre l'hôte. En conclusion, donc, la transition entre la thérapie cellulaire et les médicaments de thérapie innovante offre de nouvelles perspectives et puis soulève beaucoup de questions qui restent à résoudre.
Naturellement, dans le même temps, il y a d'autres outils qui sont mis à disposition de la collectivité médicale et de la collectivité des patients pour l'immunomodulation et l'immunosuppression. On a vraiment besoin de bonnes études bien conduites, de données d'evidence-based medicine et d'une évaluation multidisciplinaire pour complètement comprendre et mesurer l'utilité de ces approches thérapeutiques dans des pathologies aussi variées que celles que vous étudiez. Et donc, nous ne pouvons que saluer avec beaucoup de respect l'initiative que Dominique Farge porte depuis des années et la collectivité qu'elle a su créer autour d'elle pour Matej.